Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module du programme T-Learning, nous allons vous proposer des conseils méthodologiques pour adapter vos environnements de travail. Dans ce processus d'adaptation, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de solution unique. L'adaptation d'un environnement de travail, si on veut qu'elle soit utile et durable, est le fruit d'un processus qui comporte plusieurs étapes clés. Premièrement, l'analyse de la situation de travail. Deuxièmement, des points de vigilance. Et troisièmement, le recours aux aides techniques et humaines. Première partie donc, l'analyse de la situation de travail. Elle est la combinaison de 5 concepts. Premièrement, les postures de travail, c'est la position du corps dans l'espace. Il faut identifier les groupes musculaires en tension et ceux qui ne le sont pas. Il faut mesurer le temps de réalisation de chaque tâche à accomplir et le temps pendant lequel on doit maintenir la posture. Il faut identifier les contraintes physiques et évaluer sa propre résistance et l'exposition à la fatigue. Deuxièmement, les outils de travail utilisés. Les caractéristiques techniques des outils utilisés vont évidemment avoir des conséquences sur la situation de travail. Le poids des outils, la facilité de préhension et de tenue, le temps d'utilisation et les contraintes imposées par l'outil. La nécessité du port d'équipements de protection individuelle, par exemple, sont autant d'éléments à prendre en compte. Troisième élément, les gestes professionnels. Ils sont l'association des postures et des outils de travail, de la manière de faire la tâche. S'agit-il d'un travail de précision ou d'un travail en force? Est-ce que les gestes sont répétitifs? La fréquence de réalisation des gestes est-elle importante? Quatrième élément, les besoins spécifiques. Ils sont liés aux déficiences et aux conséquences de celles-ci sur les capacités de la personne, qu'il s'agisse de troubles sensoriels comme la cécité ou la surdité, moteurs comme la mobilité ou les conséquences d'une amputation, cognitifs comme la mémoire ou la concentration, ou enfin psychiques, troubles avec des impacts sur la relation à l'autre. Cinquièmement, l'accès à l'environnement de travail. Bien sûr, adapter son environnement de travail est inutile si on ne peut pas y accéder ou si c'est très compliqué. Il y a donc plusieurs questions à se poser. La première est la question des déplacements du domicile jusqu'au poste de travail. L'étude des moyens de transport accessibles fait intégralement partie du processus d'adaptation de l'environnement de travail. On se demande alors si les transports en commun sont accessibles, s'il existe des transports adaptés, si la personne dispose d'un véhicule personnel adapté. Et enfin, comment peut-elle se rendre efficacement sur les différents lieux d'exercice comme les chantiers, bâtiments publics ou salles de réunion. Mais il ne faut pas non plus négliger l'accès à l'ensemble de l'environnement de travail. Par exemple, les sanitaires accessibles sont-ils utilisables? Les salles de pause ou de restauration sont-elles accessibles? Enfin, l'accès à l'environnement de travail n'est pas seulement une accessibilité matérielle. Il faut également penser à la communication et à l'inclusion dans un collectif de travail. Le regard des autres sur mon handicap, le caractère visible ou invisible de mon handicap sont aussi des éléments qui contribuent à ce que mon environnement de travail soit adapté et que je m'y sente bien. Cette question a été abordée dans le module 1 et dans la première classe virtuelle interactive. Deuxième partie, les points de vigilance. L'adaptation d'un environnement de travail nécessite d'être vigilant à plusieurs paramètres qui peuvent compromettre la pérennité de l'adaptation de votre environnement de travail. Premier élément, la fatigue. Que ce soit celle du corps, de l'esprit, du fait des contraintes liées au travail lui-même ou qu'elle soit la conséquence directe ou indirecte de la maladie ou du handicap, la fatigue ne doit pas être négligée et impose parfois une organisation spécifique des horaires de travail. Deuxième élément, l'accessibilité au poste de travail, aux outils et aux gestes professionnels est essentielle et elle devra être régulièrement réévaluée pour s'adapter à l'évolutivité de la maladie ou du handicap. Troisième élément, le rythme. La maladie ou le handicap impose parfois de prendre en compte la poursuite des soins en plus du travail. Les journées de travail sont souvent plus longues parce qu'il faut y inclure les temps d'intervention des aides humaines, les temps de soins, de rééducation, la nécessité de pouvoir s'arrêter le temps de la prise de traitement. Certains traitements doivent être pris à heure fixe, par exemple. Il faut donc composer aussi avec des effets secondaires de certains traitements qui peuvent entraîner une baisse de la vigilance, une somnolence. Attention aux activités à risque ou aux activités de précision. Le rythme de travail devra aussi s'adapter à la temporalité du corps.
Un changement de posture ou de position du corps dans l'espace va parfois nécessiter une mise en route, un échauffement de la musculature concernée. Quatrième élément, les gestes professionnels. La répétition des gestes et des postures n'est pas sans conséquence sur l'organisme. Certaines activités sont ainsi bien supportées au début, mais peuvent avoir des conséquences à plus ou moins long terme, ce qui peut compromettre le maintien de l'activité professionnelle dans le temps, par exemple. Une mauvaise position assise peut être supportée un certain temps avant de devenir la cause d'une lombalgie chronique, par exemple. Troisième partie, le recours aux aides techniques et humaines. Premier élément, l'utilisation des aides techniques de compensation ne permettent pas le remplacement d'une fonction, mais plutôt permettent de pouvoir continuer à faire la tâche à l'échelle d'une carrière professionnelle de plusieurs décennies. Cela implique souvent de faire différemment et donc de prendre plus de temps pour exécuter ces tâches. Par exemple, si j'ai besoin d'une aide technique pour lire, il va me falloir le temps de saisir l'aide, puis de la positionner pour pouvoir ensuite lire. L'identification des aides techniques de compensation passe nécessairement par une période d'essai des solutions en situation de travail afin d'en vérifier leur pertinence. De la même façon, il est nécessaire de pouvoir en essayer plusieurs différentes afin de trouver la bonne aide technique. Une bonne aide technique est une aide technique qui est utilisée et qui aide vraiment la personne, bien entendu. Deuxième élément, il en est de même pour les aides humaines professionnelles. Définir le besoin en aide humaine pourra se faire une fois que l'analyse de la situation de travail aura permis de définir les limites des capacités de la personne et de la technique. Cette aide humaine ou auxiliaire de vie professionnelle peut être amenée à réaliser les tâches de travail demandées par la personne, comme ouvrir des courriers et les organiser, déplier des plans d'architecture, mais ne devra pas se substituer à la personne. L'adaptation de l'environnement de travail est donc un processus complexe qui nécessite de ne négliger aucune de ses composantes au risque d'aboutir à des solutions incomplètes qui ne permettent ni la performance ni le bien-être de la personne concernée. Et pour conclure, 2 conseils. Prenez le temps d'appréhender et adapter votre environnement de travail car il conditionne votre capacité à durer et pour cela, faites-vous aider de professionnels. Le Cap emploi de votre département ou l'AGFIP peuvent vous orienter vers des ergothérapeutes ou ergonomes et financer des études de poste et des aides correspondantes à votre problématique. L'étude la plus répandue s'appelle l'EPAST, pour étude préalable à l'adaptation des situations de travail. L'aide la plus répandue s'appelle AST, pour aide à l'aménagement des situations de travail. Par ailleurs, il peut aussi exister des aides exceptionnelles, comme par exemple les aides à l'installation en télétravail pendant les périodes de confinement. Ce module a été co-réalisé avec Céline Eclache, ergothérapeute au GIHP Aquitaine, SICAT, à Mérignac, par Patrick Sureau, cadre de santé ergothérapeute à l'IFE de Bordeaux, avec la contribution de Laetitia Gestin, ergothérapeute et coordinatrice de la plateforme Emploi Bretagne chez APF France Handicap. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réflexion et une bonne installation. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr